Le soir du lancement de mon entreprise, chaque table que j'avais réservée pour ma famille est restée vide, ils ont tous choisi la soirée poker de mon frère à la place. Alors que je fermais à clé, un inconnu m'a serré la main, nous voulons investir 6. Le lendemain matin. 76 appels manqués après la nouvelle de l'argent. Je m'appelle Camille Laurent. J'ai 29 ans. Et le soir où j'ai lancé l'entreprise que j'ai bâtie de toutes pièces, j'ai regardé chaque chaise que j'avais réservée pour ma famille rester vide. Pas un seul retardataire. Pas un seul signe de main gênée depuis la porte. Pas même un SMS disant « Nous sommes fiers de toi ». Juste 12 sièges vides sous une petite pancarte dorée indiquant « Réservé à la famille ». Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, mon frère Benoît organisait une soirée poker que ma mère, Louise, qualifiait d'importante pour sa confiance en lui. J'avais passé 3 ans à transformer une idée en Habitat Serein, une entreprise qui réaménageait les logements pour les personnes âgées et les adultes handicapés en utilisant des systèmes de sécurité intelligents, des sols à détection de chute, des éclairages à commande vocale et des agencements de mobilité sur mesure. Cette soirée était censée prouver que je n'étais pas seulement la fille serviable qu'on appelait quand quelque chose se cassait. J'étais une fondatrice. J'étais la personne qui avait construit quelque chose de réel. Mais alors que les invités se promenaient dans le showroom, touchant les rampes de démonstration et testant les panneaux d'intervention d'urgence, je continuais à jeter des coups d'œil à ces sièges vides comme une idiote. Puis mon téléphone s'est allumé avec une photo de ma mère. Benoît souriant au-dessus d'une table de poker, des jetons empilés devant lui avec la légende « Soirée en famille ». Il avait besoin de nous. J'ai retourné le téléphone face contre table, j'ai souri à l'assemblée et j'ai terminé ma présentation avec la main tremblante. Après le départ du dernier invité, j'ai fermé le showroom seul. C'est alors qu'un inconnu en costume anthracite est sorti de près de l'entrée, m'a serré la main et a dit « Mademoiselle Laurent, nous voulons investir 600 000 €. Avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous ? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. » L'homme s'appelait Maxime Rousseau et il ne parlait pas comme quelqu'un qui lance des compliments juste pour être poli. Il parlait comme s'il avait déjà fait ses calculs. Il m'a dit qu'il représentait un petit groupe d'investissement privé axé sur les technologies de maintien à domicile et qu'il surveillait Habitat Serein depuis des mois à travers les subventions aux entreprises locales, les forums de santé communautaire et un article dont j'ignorais même la publication concernant mon projet pilote avec 2 infirmières à la retraite. Vous résolvez un vrai problème, a-t-il dit en regardant à travers la paroi vitrée de mon showroom, où la douce lumière se reflétait encore sur la cuisine de démonstration avec ses comptoirs abaissés et ses brûleurs à arrêt automatique. La plupart des entreprises vendent des gadgets. Vous intégrez de la dignité dans les foyers des gens. J'aurais dû ne ressentir que de la joie. J'aurais dû pleurer de soulagement. Au lieu de cela, j'avais l'impression que ma poitrine était fendue en deux, car la seule soirée où des étrangers m'ont comprise était la même soirée où ma famille a prouvé qu'elle ne le faisait pas. Maxime m'a demandé si j'avais quelques minutes pour parler. J'ai failli dire non parce que mes yeux me brûlaient, j'avais mal aux pieds et j'avais passé toute la soirée à faire semblant que la table familiale vide ne ressemblait pas à une humiliation publique. Mais j'ai repensé à la photo de ma mère, aux jetons de poker de Benoît et au mot « il avait besoin de nous ». Alors j'ai hoché la tête et j'ai laissé Maxime me raccompagner à l'intérieur. Nous nous sommes assis à la table de consultation que j'avais conçue pour les familles prévoyant des aménagements de domicile pour leurs parents vieillissants. Et il m'a posé des questions que personne dans ma famille ne m'avait jamais posées. Comment avais-je calculé les coûts d'installation ? Quel était mon plan d'acquisition de clients ? Comment allais-je former les entrepreneurs pour qu'ils traitent les clients handicapés avec respect plutôt qu'avec pitié ? Avais-je l'intention de vendre des licences pour le logiciel ou de garder les opérations à l'échelle locale ? Pendant 40 minutes, j'ai oublié la douleur dans ma gorge. Je n'étais pas la fille négligée de Louise Laurent. Je n'étais pas le plan de secours de Benoît Laurent. J'étais une chef d'entreprise répondant à de vraies questions sur un véritable avenir. À la fin, Maxime a posé une carte sur la table et a dit « Je veux que vous dormiez le dessus. Demain matin, appelez-moi. Si vos chiffres tiennent la route, nous pourrons avancer rapidement. »
Quand il est parti, le showroom était assez calme pour que j'entende le bourdonnement du panneau de démonstration d'urgence sur le mur. J'ai pris mon téléphone, m'attendant peut-être à des excuses tardives de ma mère. Rien. Aucun appel manqué, aucun message de la part de ceux qui avaient promis d'être au premier rang. Juste cette photo, encore, Benoît souriant comme s'il avait gagné quelque chose. Je suis rentrée chez moi en conduisant dans les rues vides, avec la carte de Maxime sur le siège passager et le silence de ma famille pesant plus lourd que n'importe quelle lettre de rejet que je n'avais jamais reçue. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis assise à la table de ma cuisine, portant toujours mon blazer de lancement, et j'ai ouvert le dossier où je gardais d'anciennes notes de la première année d'Habitat Serein. À l'époque, je travaillais à temps plein comme assistante en ergothérapie, passant mes pauses déjeuner à dessiner des salles de bain plus sûres, et mes soirées à interviewer des aidants. Ma mère avait l'habitude d'appeler ça « ton petit passe-temps ». Benoît l'appelait « cette affaire de barre d'appui ». Chaque fois que la famille avait besoin de moi pour installer une caméra, réparer un téléphone, conduire maman à un rendez-vous ou aider Benoît à organiser ses papiers, je répondais présente. Chaque fois que j'avais besoin d'eux pour moi, il y avait une excuse. À 6h12 le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer contre la table. Un appel manqué est devenu 8. 8 sont devenus 23. Au moment où la machine à café a bipé, j'avais 76 appels manqués. 18 SMS et un message vocal de ma mère qui commençait par une douceur que j'ai immédiatement reconnue comme de la panique. Camille, ma chérie, rappelle-moi. Nous avons entendu dire que quelque chose d'incroyable s'était passé hier soir. Nous devons parler en famille. J'ai fixé le mot « famille » jusqu'à ce qu'il cesse de paraître réel. Il n'avait pas eu besoin de parler quand les sièges étaient vides. Il n'avait pas eu besoin de parler quand je me tenais sous les lumières vives du showroom pour expliquer le travail de ma vie à des inconnus. Ils avaient besoin de parler après la nouvelle de l'argent. Et ce fut le premier moment où j'ai compris quelque chose d'important. Leur absence m'avait blessé, mais leur soudain intérêt m'offensait encore plus. Je n'ai pas rappelé. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à préparer le dossier d'investissement le plus propre que j'ai jamais créé. Si Maxime Rousseau voulait des chiffres, j'allais lui donner des chiffres capables de tenir devant un tribunal. Chiffre d'affaires prévisionnel, marge des sous-traitants, fidélisation de la clientèle, niveau de service d'abonnement, délai d'installation, protection de responsabilité, besoins en personnel, expansion dans 3 départements voisins. Chaque ligne peaufinée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour que quiconque puisse rejeter Habitat Serein comme mon petit passe-temps. Mon téléphone continuait de s'allumer à côté de moi. Maman, Benoît, tante Chantal, maman encore. Puis un SMS de Benoît est apparu. Sœurette, énorme nouvelle. Maman dit qu'un investisseur est intéressé. C'est dingue. Appelle-moi. On devrait fêter ça. Fêter ça. Ce mot m'a presque fait rire. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'en ai tapé une autre, puis je l'ai effacée aussi. Le message que je voulais envoyer n'était pas poli. Je voulais lui demander s'il avait fait la fête pendant que je me tenais devant 12 chaises vides. Je voulais demander à ma mère si la soirée poker de Benoît avait toujours besoin de toute la famille ou si 600 000 € avaient soudainement rendu mon rêve digne de leur présence. Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone sur silencieux et j'ai continué à travailler. Il y avait une vieille habitude en moi, une que je portais depuis l'enfance, qui me murmurait « Ne rends pas les choses inconfortables. Sois la plus mature. Garde la paix. » Mais la paix dans ma famille signifiait généralement que je restais silencieuse pendant qu'ils me prenaient ce qu'ils voulaient. La paix signifiait que je comprenais quand ils oubliaient mon anniversaire parce que Benoît avait passé une mauvaise semaine. La paix signifiait que je souriais quand maman le présentait comme « celui qui a réussi » et moi comme « celle sur qui on peut compter ». La paix signifiait que je devenais assez utile pour être gardée dans les parages, mais jamais assez importante pour être célébrée. Ce matin-là, avec les documents d'investissement ouverts devant moi, j'ai réalisé que j'avais fini de payer la paix avec des morceaux de moi-même. Vers 10h, Maxime a appelé. Sa voix était calme et directe. « Comment vous sentez-vous après hier soir ?» a-t-il demandé. C'était une question si simple qu'elle m'a presque brisée. « Pas, avez-vous eu l'argent ?»
Pas, pouvons-nous être impliqués? Pas, pourquoi n'avez-vous pas rappelé votre mère? Juste, comment vous sentez-vous? Je lui ai dit la vérité, mais seulement la partie professionnelle. J'ai dit que j'étais fatiguée, concentrée et prête. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer cet après-midi-là à son bureau en centre-ville. J'ai dit oui avant que la peur n'ait l'occasion de m'interrompre. Apportez votre modèle d'exploitation, votre plan d'acquisition de clients et tout ce qui prouve pourquoi vous êtes la bonne personne pour développer cela à grande échelle, a-t-il dit. Pas seulement l'idée, vous. Après avoir raccroché, je suis restée dans ma petite cuisine et j'ai regardé autour de moi la vie que j'avais bâtie sans applaudissements. La table d'occasion où je payais mes factures. Le calendrier mural rempli de consultations de clients. La pile de cartes de remerciement des familles dont j'avais changé le quotidien. Une carte d'une femme nommée Madame Dupont disait « Vous avez rendu le couloir à mon mari ». Cette phrase comptait plus que chaque chaise vide de la veille. J'ai rangé les cartes dans mon dossier, car Maxime devait comprendre le cœur de l'entreprise, pas seulement les chiffres. Puis mon téléphone a de nouveau vibré avec la transcription d'un message vocal de maman. Camille, ça devient puéril. Tu sais que la soirée de Benoît était prévue en premier, mais maintenant que des investisseurs sont impliqués, nous devons tous nous assurer que tu gères cela correctement. J'ai lu cette phrase 3 fois. Nous devons tous nous assurer. Tout était là. Pas de fierté, pas d'excuses, juste le contrôle. Je me suis dirigée vers mon placard, j'ai sorti mon tailleur bleu marine et j'ai pris une décision si silencieuse qu'elle en paraissait dangereuse. J'irai à ce rendez-vous. Je protégerai mon entreprise. Et si ma famille venait réclamer une place à la table après avoir laissé chaque siège vide, ils apprendraient la différence entre avoir un lien de parenté avec la fondatrice et avoir des droits sur elle. Le bureau de Maxime se trouvait au 9e étage d'un immeuble en briques rénové en plein centre-ville. Le genre avec des poutres apparentes, des salles de conférence en verre et des gens qui parlaient vite parce qu'ils étaient habitués à ce que l'argent circule à la vitesse de la confiance. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance, non pas parce que j'étais calme, mais parce qu'être en avance était la seule façon que je connaissais pour empêcher l'anxiété de prendre le volant. Dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Benoît. Je suis en bas. N'y va pas avant qu'on ait parlé. J'ai eu un nœud à l'estomac. J'ai regardé l'écran, puis les numéros de l'ascenseur grimpés. 6, 7, 8. Je n'ai pas répondu. Quand les portes se sont ouvertes, l'assistante de Maxime m'a accueillie et m'a conduite dans une salle de conférence où la ville s'étendait derrière les vitres comme un examen pour lequel j'avais enfin étudié. Maxime est entré avec 2 associés, Élise Martin et Julien Moreau, tous 2 au regard perçant et bienveillant, de la manière dont les personnes sérieuses peuvent l'être lorsqu'elles respectent votre temps. Pendant les 20 premières minutes, j'ai oublié que Benoît était en bas. Je leur ai présenté le modèle d'habitat serein, les évaluations de sécurité gratuites subventionnées par des installations haut de gamme, les partenariats avec les cliniques de rééducation, la télésurveillance sur abonnement pour les familles, la formation d'entrepreneurs certifiés, et une application qui permettait aux enfants adultes de vérifier des alertes de sécurité non invasives sans transformer la maison de leurs parents en cage de surveillance. Élise a posé des questions difficiles sur la responsabilité. Julien a remis en question mon calendrier de croissance. Maxime observait silencieusement alors que je répondais à chaque question sans me dégonfler. Puis la porte vitrée s'est ouverte derrière moi. Benoît est entré en portant un blazer qu'il n'utilisait que lorsqu'il voulait avoir l'air responsable. Son visage affichait ce mélange calculé de charme et d'inquiétude qui fonctionnait sur notre mère depuis des années. Désolé, a-t-il dit en souriant à l'assemblée comme s'il était à sa place. Je suis Benoît Laurent, le frère de Camille. Je ne voulais pas qu'elle prenne de grandes décisions sans l'avis de la famille. Le silence qui a suivi était si tranchant que je l'ai senti coupé à travers 10 ans d'excuses. Maxime m'a regardé. Pas Benoît. Mademoiselle Laurent, Monsieur Laurent fait-il partie d'Habitat Serein? Non, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas. Il n'a aucun rôle dans l'entreprise. Le sourire de Benoît s'est crispé. Techniquement, j'ai contribué à inspirer une partie de tout cela. La maison de notre mère, l'expérience familiale, tout ça.
Je veux juste m'assurer que personne ne profite d'elle. J'ai presque admiré la rapidité avec laquelle il a transformé mon travail en un atout familial. Élise a croisé les mains. Monsieur Laurent, ceci est une réunion privée. Benoît m'a alors regardé, et pendant une seconde, j'ai vu la véritable émotion sous la performance. Pas de la culpabilité, de la peur. Il savait quelque chose que je ne savais pas encore. Camille, a-t-il dit doucement. S'il te plaît, maman a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Juste 5 minutes. Chaque personne dans la pièce attendait. J'aurais pu exploser. J'aurais pu leur dire comment il avait choisi le poker plutôt que mon lancement. J'aurais pu l'embarrasser de la même façon que son entrée m'avait embarrassé. Mais j'avais appris, après des années à être sous-estimé, que le silence, utilisé correctement, pouvait être plus tranchant que la colère. Je me suis tourné vers Maxime et j'ai dit, pouvons-nous faire une courte pause ? 2 minutes. Maxime a hoché la tête. 2 minutes. J'ai accompagné Benoît dans le couloir, j'ai fermé la porte derrière nous, et avant que je puisse parler, il a chuchoté, tu ne peux rien signer sans moi. Je l'ai dévisagé. Pardon. Il a dégluti difficilement. Maman a dit aux gens hier soir qu'Habitat Serein était une entreprise familiale. Elle a dit que je te conseillais sur la croissance. Certains de mes amis étaient là. L'un d'eux connaît le groupe de Maxime. La nouvelle se répand. Si tu nous mets sur la touche maintenant, ça nous fera passer pour des menteurs. Pendant un instant, je ne pouvais honnêtement plus respirer. Il n'était pas venu pour me soutenir. Il n'était pas venu pour s'excuser. Ils étaient venus parce que pendant que je fermais à clé toute seule, ils s'appropriaient déjà mon travail dans une pièce pleine de jetons de poker et de whisky bon marché. Donc, c'est une question de réputation, ai-je dit. Benoît a tressailli. C'est une question de famille. Non, ai-je répondu. C'est toi qui utilises ce mot chaque fois que les conséquences arrivent. Son visage s'est durci. Ne fais pas comme si tu avais construit ça toute seule. Maman t'a laissé vivre chez elle après tes études. J'ai ri un petit coup, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'une telle audace nécessitait de reprendre sa respiration pour 6 semaines. Benoît, alors que je payais un loyer. Il s'est approché. Camille, sois intelligente. Les investisseurs aiment les histoires de famille. Laisse-nous rester à tes côtés. Nous pouvons tous y gagner. Et voilà, l'offre que ma famille avait toujours considérée comme généreuse. Les laisser s'attribuer le mérite, et ils appelleraient ça de l'amour. J'ai regardé à travers la paroi vitrée la salle de conférence où 3 personnes attendaient de discuter de mon avenir. Puis j'ai regardé mon frère, qui avait ignoré mon lancement jusqu'à ce que mon succès menace son image. Tu as 10 secondes pour quitter cet étage, ai-je dit, ou je demande à la sécurité de t'escorter dehors. Son expression est passée du choc à la colère si rapidement que cela a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu vas regretter de m'avoir humilié, a-t-il dit. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence. Non, Benoît, je regrette d'avoir cru un jour que tu applaudirais à moins d'être sous le feu des projecteurs. Quand je suis retourné à la table, je m'attendais à ce que l'ambiance de la pièce soit plus glaciale. Au lieu de cela, Maxime a glissé un verre d'eau vers moi et a dit, « Prenez votre temps ». J'ai pris une gorgée, j'ai placé mon dossier devant moi, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans aucune pièce où l'ombre de ma famille me suivait. J'ai dit la vérité. Pas la version dramatique, pas la version blessée, la version utile. Ma famille n'est pas impliquée dans Habitat Serein, ai-je dit. Ils n'ont jamais investi de capital, de travail, de contact ou de stratégie. J'ai construit cette entreprise grâce au travail avec les clients, aux subventions, à mes économies personnelles et aux recommandations de la communauté. Si votre intérêt dépend d'une histoire de marque familiale, ce n'est pas le bon partenariat. Julien s'est adossé à sa chaise. Le visage d'Élise s'est légèrement adouci. Maxime a hoché la tête une fois. Notre intérêt dépend de votre capacité à savoir exactement ce qui vous appartient, a-t-il dit. Cette phrase s'est installée en moi comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Pendant l'heure qui a suivi, la réunion est devenue plus intense, pas moins.
Ils m'ont posé des questions sur le passage à grande échelle sans diluer la qualité du service. Ils ont demandé si je pouvais embaucher du personnel pour le soutien opérationnel. Ils ont demandé si j'envisagerais un investissement minoritaire au lieu de céder le contrôle. Cette dernière question m'a fait me redresser. Je ne céderai pas le contrôle, ai-je dit. Habitat Serein existe parce que les personnes vulnérables subissent souvent la pression de ceux qui prétendent savoir ce qui est le mieux pour eux. Je ne vais pas construire une entreprise sur l'indépendance en abandonnant la mienne au premier chèque. Élise a souri pour la première fois. Bonne réponse. À la fin de la réunion, ils n'ont pas vendu de rêve. Ils ont proposé une lettre d'intention conditionnelle, 600 000 € pour une participation minoritaire échelonnée sur 18 mois, liée à des objectifs de recrutement, de formation et de service. Ce n'était pas un ticket de loto. C'était mieux. C'était de l'argent d'adulte avec des attentes d'adulte, et j'étais prête pour les deux. Alors que je signais l'accord pour commencer l'audit préalable, mon téléphone continuait de clignoter dans mon sac. Maman. Benoît. Maman. Numéro inconnu. Tante Chantal. Un SMS de maman est finalement apparu sur l'écran. Ne fais pas honte à cette famille. Benoît dit que tu as fait un scandale. J'ai regardé ces mots et j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Il y a des moments où la colère brûle à vif et des moments où elle devient une ligne nette et froide. La mienne est devenue une ligne. Après la réunion, Maxime m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Vous avez bien géré cela, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Je l'ai géré tard. Il n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Parfois, tard, c'est encore à l'heure. En bas, Benoît attendait près du hall, faisant les 100 pas comme un homme répétant des excuses qu'il n'avait pas l'intention de penser. Quand il m'a vu, il s'est précipité. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Camille, tu ne comprends pas ce que tu fais. Maman a déjà publié un truc à ce sujet. Publié quoi? Il s'est figé. J'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai trouvé le profil de ma mère en haut de mes notifications. Il y avait une photo de Benoît à sa table de poker, le bras autour de maman, avec une légende qui a engourdi mes mains. Si fière de mes enfants ce soir. Benoît a conseillé sa sœur sur sa nouvelle entreprise de soins aux personnes âgées et des investisseurs sont déjà intéressés. Le travail d'équipe familiale gagne encore. Travail d'équipe familiale. Sous la publication, les gens félicitaient Benoît. Certains demandaient s'il acceptait des clients. Un de ses amis de poker avait écrit « L'empire de la famille Laurent est en marche ». J'ai levé les yeux vers lui. Enlève ça. Il s'est frotté la mâchoire. C'est déjà en ligne. L'enlever rendrait la chose bizarre. C'est bizarre. Non, ce qui est bizarre, c'est que tu agisses comme si le succès signifiait couper les ponts avec les gens qui t'ont élevé. Je me suis approchée, baissant la voix. Tu as raté mon lancement. C'était juste une soirée. C'était ma soirée. Et maintenant tu as des investisseurs. Alors, pourquoi es-tu encore en colère? Cette question m'a tout dit. Il pensait que l'argent effaçait le manque de respect. Il pensait que l'opportunité était un pansement qu'il pouvait coller sur l'absence. Il pensait qu'au moment où je recevais la validation de quelqu'un d'important, je devais cesser de m'inquiéter du fait que ma propre famille avait refusé de me voir avant que je ne devienne utile. Je ne suis pas en colère parce que tu as raté une fête, ai-je dit. Je suis en colère parce que tu n'as vu mon entreprise que lorsqu'elle est devenue quelque chose à laquelle tu pouvais attacher ton nom. Les yeux de Benoît se sont plissés. Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout à tes sentiments. Non, ai-je dit. Aujourd'hui, je m'en tiens aux faits. Puis je suis passé devant lui et je suis retourné à Habitat Serein, où la pancarte réservée à la famille trônait encore sur la table depuis la veille. Je l'ai ramassée, pliée en deux et jetée à la poubelle. Le soir venu, la publication s'était propagée plus loin que je ne l'espérais. Pas vraiment virale, mais suffisamment dans notre ville pour être dangereuse. Des gens identifiaient Benoît dans les commentaires pour lui demander des consultations.
Une agente immobilière locale lui a envoyé un message public disant qu'elle avait 2 clients à la recherche de travaux d'accessibilité. Un membre du conseil départemental a félicité les frères et sœurs Laurent. Ma mère a répondu à presque chaque commentaire avec des émojis en forme de cœur, comme si elle n'avait pas passé la soirée de lancement à l'autre bout de la ville à faire l'éloge de la stratégie de poker de Benoît. J'ai attendu que ma respiration ralentisse, puis j'ai publié un message depuis la page officielle d'Habitat Serein. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas raconté toute cette horrible histoire. J'ai écrit une seule déclaration claire. Habitat Serein a été fondé et est détenu exclusivement par Camille Laurent. Nous sommes reconnaissants du soutien de la communauté et enthousiastes quant aux discussions de croissance à venir. À l'heure actuelle, aucun membre de la famille n'agit en tant que conseiller, investisseur, employé, sous-traitant ou représentant de l'entreprise. Je l'ai lu 5 fois, j'ai supprimé la phrase qui disait « Malgré ce que vous avez pu entendre » et je l'ai publiée. En quelques minutes, ma mère m'a appelé. J'ai répondu sur haut-parleur en me tenant dans le showroom, sous les lumières à détecteur de mouvement que j'avais installé moi-même. « Comment as-tu pu » a-t-elle exigé. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste des accusations, comme toujours. Comment ai-je pu clarifier la propriété de ma propre entreprise ? Tu as humilié ton frère. Benoît s'est humilié lui-même en revendiquant un rôle qu'il n'avait pas. Il essayait de t'aider. Il essayait d'emprunter ma crédibilité. Sa voix s'est aiguisée. Tu es devenue froide. Ce mot a presque marché. Il avait marché sur moi pendant des années. Froide signifiait ingrate. Froide signifiait égoïste. Froide signifiait que j'avais échoué à être la fille qui absorbait chaque insulte et apportait quand même le dessert au repas de Noël. Mais ce soir-là, le mot m'a glissé dessus. Non, maman, ai-je dit. Je suis devenue précise. Elle s'est tue. J'ai continué, car certaines vérités ne se disent qu'une fois. Tu as choisi la soirée poker de Benoît plutôt que mon lancement. Tu l'as laissé s'attribuer mon travail devant des gens qui pourraient devenir des clients. Puis, quand des investisseurs ont montré de l'intérêt, tu m'as appelé 76 fois, non pas pour t'excuser, mais pour gérer les bénéfices. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Mais sa voix était plus faible maintenant. Ce qui aurait été juste, c'est 12 membres de la famille assis sur les sièges que j'avais réservés. Ce qui aurait été juste, c'est qu'une personne me demande comment s'était passée la soirée avant de demander ce que signifiait l'argent. Ce qui aurait été juste, c'est que tu dises à Benoît d'être fier de moi au lieu de prétendre qu'il a construit ce qu'il a ignoré. Elle a commencé à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort. 1 an plus tôt, j'aurais cédé. Je me serais excusée de l'avoir rendue émotive. Je l'aurais réconfortée pour m'avoir blessée. Mais j'avais des clients qui pleuraient parce qu'ils pouvaient enfin se doucher en toute sécurité. J'avais des aidants qui pleuraient parce que leurs parents pouvaient traverser un couloir sans crainte. Je connaissais la différence entre la douleur qui méritait de l'attention et la culpabilité qui cherchait le contrôle. Camille, a-t-elle chuchoté. Nous avons besoin de toi demain. J'ai fermé les yeux. C'était là. La phrase qui donnait son titre à ma vie. Ils avaient besoin de moi, pas ils m'aimaient, pas ils me respectaient, ils avaient besoin de moi. Pourquoi faire, ai-je demandé. Elle a hésité. Benoît a rencontré un homme hier soir qui a dit pouvoir nous mettre en contact avec des investisseurs dans le logement pour seniors. Benoît lui a dit que nous avions une entreprise familiale. Il a signé un accord de parrainage préliminaire. Rien de grave, mais maintenant l'homme veut une preuve que Benoît est autorisé. Si nous ne la fournissons pas avant midi, ça pourrait paraître louche. J'ai failli rire, mais le son s'est bloqué dans ma poitrine. Est-ce que Benoît a signé au nom de mon entreprise? Il ne pensait pas à mal. A-t-il signé au nom de mon entreprise? Il a écrit Groupe Laurent Habitat Serein. Ce n'est pas mon entreprise, mais ça a l'air suffisamment lié pour que les gens fassent le rapprochement. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Ce n'était plus émotionnel. C'était juridique. Envoie-moi le document, ai-je dit. Oh, Dieu merci. Je savais que tu nous aiderais. Je n'ai pas dit que j'allais aider. J'ai dit,
Envoie-moi le document. 10 minutes plus tard, le PDF est arrivé. Benoît n'avait pas seulement laissé entendre qu'il représentait mon entreprise, il avait promis des forfaits d'installation à prix réduit à un promoteur privé de logement pour seniors en échange d'un accord de recommandation stratégique. Il avait utilisé mon lancement, mon nom et ma crédibilité comme monnaie d'échange lors de sa soirée poker. J'ai transféré le document à mon avocate, une femme nommée Diane Mercier, qui m'avait aidé à créer la SARL. Puis j'ai envoyé un seul message à Benoît, à ma mère et au promoteur. Benoît Laurent n'a aucune autorité pour représenter Habitat Serein. Tout accord conclu en partant de ce principe est invalide. Toutes les communications futures doivent passer par mon avocate. Benoît a appelé immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Il a rappelé. J'ai de nouveau rejeté l'appel. Puis le SMS est arrivé. Tu es en train de me détruire pour un malentendu. J'ai répondu, non, je refuse de te laisser me détruire avec l'un d'eux. C'est à ce moment-là que la vengeance a cessé d'être bruyante dans mon imagination pour devenir silencieuse dans la vraie vie. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas suppliés de comprendre. J'ai laissé la vérité circuler avec des pièces jointes. Le lendemain matin, les conséquences sont arrivées plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le promoteur que Benoît avait essayé d'impressionner n'était pas un inoffensif pote de poker avec de l'argent à gaspiller. Il était lié à 2 projets locaux de résidence pour seniors et à un conseil départemental d'évaluation. À 10 heures, il s'était retiré du partenariat de recommandation proposé par Benoît. À 11 heures, il avait envoyé un email au bureau de Maxime pour demander si Habitat Serein avait une quelconque relation avec Benoît Laurent ou le soi-disant groupe Laurent. À midi, Diane avait envoyé une lettre de mise en demeure officielle qui était juste assez polie pour être professionnelle et assez tranchante pour laisser des bleus. Ma mère a appelé 17 fois. Benoît a envoyé des SMS qui passaient par tout le menu émotionnel. Colère, culpabilité, nostalgie, menace, excuses, puis retour à la colère. Tu choisis des étrangers plutôt que ton propre sang. Papa aurait honte. Maman n'a pas arrêté de pleurer. J'ai fait une seule erreur. Tu te crois supérieur à nous maintenant. S'il te plaît, Camille. Je suis en train de tout perdre. Ce dernier message m'a fait faire une pause. Non pas parce que je me sentais responsable, mais parce que j'ai enfin compris à quelle fréquence ils avaient confondu conséquences et cruauté. Benoît ne perdait pas tout parce que j'avais dit la vérité. Il perdait la fausse version de lui-même qui nécessitait mon silence pour survivre. Cet après-midi-là, une blogueuse d'affaires locale qui avait assisté à mon lancement a publié un résumé de l'événement. Elle a écrit sur la technologie, sur la nécessité de services de maintien à domicile et sur l'intérêt des investisseurs. Puis, sans nommer ma famille directement, elle a ajouté une phrase qui s'est propagée rapidement. La fondatrice a fait sa présentation avec grâce malgré une table réservée à la famille qui est restée vide toute la soirée. Les gens ont remarqué. Ils ont fait le lien avec ma déclaration de propriété. Ils ont fait le lien avec la publication supprimée de ma mère. Dans une ville où tout le monde prétendait ne pas faire de commérage tout en faisant constamment, l'histoire a pris une vie qui lui était propre. Tante Chantal a envoyé un SMS, « Ta mère est dévastée. Tu devrais arranger ça. » J'ai répondu, « Je n'ai rien cassé. » 4 mots. Puis je l'ai bloqué pour la journée. 2 jours plus tard, Maxime a appelé pour confirmer que l'audit préalable se poursuivrait. Il y a peut-être du bruit autour, a-t-il dit, mais votre réponse a été claire et professionnelle. Est-ce que le drame familial vous inquiète, ai-je demandé. Non, a-t-il dit. La façon dont une fondatrice protège ses limites nous en dit long. Je me tenais dans le showroom, regardant la chambre de démonstration où j'avais installé des capteurs au sol souples capables de détecter une chute sans caméra. Limite. Ce mot m'avait autrefois semblé dur, comme une porte verrouillée. Maintenant, il sonnait comme de l'architecture. Une maison sûre avait besoin de limites. Une vie sûre aussi. Le vendredi suivant, j'ai organisé une 2e journée portes ouvertes pour les clients qui avaient manqué le lancement. Cette fois, je n'ai pas réservé de table familiale. J'ai réservé des sièges pour Madame Dupont,
2 aidantes de la clinique de rééducation, Diane, et l'entrepreneur à la retraite qui m'avait appris à lire les codes du bâtiment quand personne ne me prenait au sérieux. Ils sont arrivés tôt. Ils ont aidé à l'installation. Ils ont demandé ce dont j'avais besoin. C'était ça la différence. Les gens qui vous aiment n'attendent pas que votre succès devienne visible avant de décider que vous méritez une chaise. À mi-chemin de l'événement, ma mère est entrée. Benoît était derrière elle, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pendant une seconde, toute la pièce s'est brouillée. L'ancienne Camille se serait précipitée, aurait adouci la gêne, les protégeant de l'inconfort qu'ils avaient eux-mêmes créé. La nouvelle Camille est restée là où elle était. Ma mère s'est approchée avec les yeux rouges et les mains jointes. « Pouvons-nous parler en privé ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit calmement. Mais tu peux dire ce que tu es venu dire. » Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, horrifiée par l'idée d'une honnêteté publique. Benoît fixait le sol. « Camille, a-t-elle commencé. Je suis désolée que nous ayons raté ton lancement. J'ai attendu. » Elle a dégluti. Et je suis désolée d'avoir tout ramené à Benoît par la suite. J'attendais toujours. Ses lèvres ont tremblé. Et je suis désolée, j'ai publié quelque chose qui n'était pas vrai. La pièce était assez silencieuse pour entendre le carillon du détecteur de porte automatique retentir derrière un nouvel invité. Benoît a fini par lever les yeux. Je n'aurais pas dû signer quoi que ce soit en lien avec ton entreprise, a-t-il dit. J'étais embarrassée. Tout le monde pensait que tu faisais quelque chose d'énorme, et je voulais donner l'impression d'en faire partie. C'était la première chose honnête qu'il disait depuis des années. J'aurais voulu que cela guérisse plus de choses que ça ne l'a fait. Mais l'honnêteté n'est pas une machine à voyager dans le temps. Elle ne remplit pas les chaises vides. Elle n'annule pas les documents. Elle ne transforme pas des années passées à être le second choix en de simples et nettes excuses. Merci de dire ça, ai-je répondu, mais tu ne fais pas partie d'Habitat Serein et je ne suis pas disponible pour réparer ta réputation. Le visage de ma mère s'est décomposé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? J'ai pris une grande inspiration. L'ancienne réponse aurait été tout ce qui gardait tout le monde calme. La nouvelle réponse était la vérité. Cela veut dire que vous pouvez reconstruire une relation avec moi lentement, sans avoir accès à mon entreprise, à mes contacts ou à mon argent. Cela veut dire qu'on n'utilise plus la famille comme mot de passe pour accéder à ma vie. Cela veut dire que si vous voulez me connaître, vous commencez par respecter ce que j'ai construit avant de demander ce que cela peut faire pour vous. Benoît a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour une fois, il n'avait pas de main gagnante. Ils sont partis 10 minutes plus tard sans faire de scène. Et c'était peut-être la partie la plus surprenante. Non pas parce qu'ils avaient complètement changé, mais parce que j'avais changé. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent tout avant de me protéger. Ce soir-là, après la fin de la journée portes ouvertes, je suis restée de nouveau seule dans le showroom. Mais cette fois, les chaises vides ne faisaient pas mal. C'étaient juste des chaises. Les personnes qui comptaient s'y étaient déjà assises. L'investissement de Maxime a fini par se concrétiser, non pas comme un miracle, mais comme un partenariat que j'avais mérité. Habitat Serein s'est développé dans 2 départements la première année. Nous avons embauché 3 installateurs, un coordinateur de clientèle et une infirmière à la retraite comme consultante en sécurité. Ma mère m'envoyait des messages occasionnels qui ne demandaient pas de faveur. Benoît a retiré toute fausse référence à mon entreprise, et pour la première fois de sa vie, il a dû s'expliquer sans que je n'adoucisse l'histoire. Certains ont appelé ça de la vengeance. Peut-être que c'en était. Mais pour moi, la vraie vengeance n'était pas de les regarder paniquer ou de voir Benoît perdre le contrat qu'il avait essayé de voler avec mon nom. La vraie vengeance était de me réveiller chaque jour sans demander la permission d'être fière de moi. La leçon que j'en ai tirée est la suivante. La famille peut être un magnifique système de soutien, mais seulement lorsque l'amour inclut le respect, l'honnêteté et la responsabilité. L'éducation ne vient pas seulement de l'école ou des livres. Parfois, la connaissance la plus utile vient de l'apprentissage du moment où il faut fixer des limites, du moment où il faut protéger son travail, et du moment où il faut cesser de confondre le fait d'être utile avec le fait d'être valorisé.
Une belle vie ne se construit pas en cherchant les applaudissements de personnes déterminées à vous mal comprendre. Elle se construit en choisissant l'intégrité quand d'autres choisissent la facilité, et en se rappelant que votre rêve ne devient pas réel seulement lorsque votre famille le remarque enfin. Il devient réel au moment où vous continuez à construire, même lorsque les sièges que vous aviez réservés restent vides.